tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur le déplacement princier en Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons un coup de projecteur sur cette réunion scientifique pour la biodiversité en Antarctique. Nous irons sur le port Hercule où le thé central vient d'être renommé en hommage à un passionné de la mer. Nous découvrirons la première promotion du Bachelor of Finance à l'Université internationale de Monaco. Et enfin, nous irons au nouveau musée national de Monaco qui organise des ateliers pour enfants durant l'été. Et nous ouvrons ce journal avec le déplacement du prince Albert II en Nouvelle-Aquitaine. Durant 2 jours, le souverain a marché sur les pas de ses ancêtres. Retour sur cette visite avec Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. Le déplacement du prince Albert II en Nouvelle-Aquitaine a débuté mardi dans le village de Duras, une petite commune du Lot-et-Garonne de 1348 habitants et qui abrite le château de ses ancêtres. Une visite amicale qui a donc permis au prince souverain de marcher sur les pas de ses aïeuls, la famille Grimaldi étant ici légendaire. Ce château a été acheté par la commune en 1969. Il avait été créé en 1137, transformé en demeure de plaisance par les Durfort-Duras. Et donc dans la lignée des Durfort-Duras, il y a la fille d'Emmanuel Félicité, Louise Félicité de Monaco, qui s'est mariée avec Florestan Ier, futur prince de Monaco. Et même si quelques générations les séparent, ce sont elles qui les rapprochent aujourd'hui. Après avoir dévoilé la plaque qui rend hommage à Louise Félicité et après avoir visité le château, un déjeuner privé a été donné en l'honneur du souverain. La journée de mercredi a quant à elle commencé par la visite des archives de Bordeaux Métropole où le prince Albert a pu découvrir l'amitié qui liait son ancêtre, le maréchal Matignon, à Michel Montaigne. Lors de cette visite, un exemplaire des essais de l'écrivain comportant des ajouts manuscrits de sa plume a également été dévoilé au souverain. Un fait exceptionnel, cet ouvrage étant secrètement conservé pour être présenté tous les 25 ans environ. La délégation monégasque s'est ensuite rendue à l'ancienne mairerie, trésor caché de Bordeaux, qui a abrité Jacques de Matignon lors de son mandat en tant que maire de la ville de 1585 à 1597. Jacques II de Matignon, maréchal de France, qui est arrivé dans le sud-ouest comme représentant du pouvoir royal pour rétablir la paix civile à un moment où la région était divisée entre huguenots et catholiques. Et finalement, il a bien réussi dans cette mission puisque les Bordelais l'ont retenu sur place en l'élisant maire de Bordeaux à plusieurs reprises. Et pour lui rendre hommage et sans doute garder une figure extérieure qui permettait de pacifier, son fils, Charles de Matignon, a fait un mandat supplémentaire jusqu'en 1599. Puis on ne peut pas ne pas évoquer le prince Albert Ier puisqu'il a été reçu solennellement en 1902 à Bordeaux lors d'un congrès d'océanographie et déjà les thèmes qui sont aujourd'hui chers au prince souverain sur le développement durable et sur l'exploitation excessive de l'environnement avaient été développés. Donc il y a évidemment un faisceau de raisons historiques qui expliquent aujourd'hui donc la présence du souverain à Bordeaux. C'est ensuite à pied et en tramway que le prince Albert a rejoint l'hôtel de ville où un déjeuner a été donné à l'occasion de cette visite officielle et qui a rassemblé de nombreuses personnalités monégasques et bordelaises. La visite s'est ensuite poursuivie sur l'eau puisque c'est en bateau que le cortège a traversé la Garonne pour rejoindre la Cité du Vin où le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, a accueilli le prince Albert. Au programme Atelier polysensoriel, parcours de l'exposition de cette fondation et découverte des caves à vin et des grands crus, des moments d'échange et de partage toujours très appréciés du souverain. C'est une visite à la fois intéressante d'un point de vue historique et lors de ces évocations historiques. Et évidemment, lorsqu'on retrouve les traces de mes ancêtres, que ce soit Matignon ou aussi à Duras hier, Louise Félicité de Montmazarin, et puis aussi l'évocation du prince Albert Ier qui était le dernier
de la famille à visiter officiellement Bordeaux, même si mes parents sont venus dans la région. C'est toujours très très émouvant et très, je crois, très enrichissant aussi, parce qu'on redécouvre des lieux, on découvre des lieux et on découvre des liens qui finalement ont traversé le temps. Et puis je veux saluer aussi le formidable dynamisme de Bordeaux et de sa région et leur développement à la fois touristique et leur grande capacité non seulement à ne pas perdre ce lien avec le passé, mais à voir l'avenir et à pouvoir s'adapter aux conditions actuelles grâce au dynamisme qu'a insufflé M. Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Je crois que Bordeaux offre un visage à la fois moderne, mais aussi désireux de conserver ce qui a fait sa renommée et sa richesse et ce lien avec le passé qui est très très important. Mais et puis cette formidable visite ici au musée du vin qui est un très très beau musée et très interactif et qui, je pense, attirera beaucoup de visiteurs à Bordeaux. Et si la principauté de Monaco et la ville de Bordeaux partagent des liens historiques, elles mènent aussi les mêmes combats. La ville de Bordeaux est très heureuse et très honorée de recevoir le prince Albert de Monaco. Il a eu l'occasion de rappeler les liens familiaux, vous l'avez dit, qui l'unissent ici à notre région. Le maréchal de Matignon, qui a été d'ailleurs un de mes prédécesseurs à la mairie de Bordeaux, vous voyez, donc l'histoire se poursuit. Et puis c'est vrai que je suis très admiratif du combat que mène le prince contre le réchauffement climatique, pour le développement durable. On sait qu'il est très engagé, qu'il a une vraie conviction. Et nous, ici, modestement, à Bordeaux, nous essayons aussi d'aller dans cette direction en faisant évoluer, par exemple, les modes de déplacement. Nous avons un tramway entièrement électrique qui n'émet pas de CO2. Nous sommes la 6e ville cyclable du monde, si on en croit un organisme de Copenhague. Et puis, dans le bâti aussi, nous essayons d'alimenter tous nos nouveaux quartiers. Vous en voyez quelques-uns ici au pied de la Cité du Vin, avec des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des énergies renouvelables. Vous voyez, donc nous partageons pleinement ce combat. Nous avons évoqué bien sûr les grandes orientations de développement durable et de préservation de certains milieux, et donc ce souci environnemental et aussi de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que c'est un combat que beaucoup de métropoles conduisent et se sont engagées. Et je crois que c'est important que des grandes métropoles comme Bordeaux puissent aussi montrer l'exemple à d'autres. Petit clin d'œil anecdotique, lors de cette visite, le prince a eu la surprise de découvrir que le nectar de Monaco, l'une des 150 bouteilles de l'unique cuvée réalisée en 2013 en principauté, à l'occasion des 150 ans de l'Hôtel de Paris, était bien présente dans la vitrine des vins iconiques de la cave aux 12 000 bouteilles et 800 références à la Cité du Vin. Retour en principauté avec cette réunion de scientifiques qui a eu lieu cette semaine sur l'évaluation de Monaco pour la biodiversité en Antarctique et sur son programme de mise en œuvre. Les explications de Fabien Bonilla. Cette réunion s'est déroulée au Novotel du 3 au 5 juillet et a été organisée par le Comité scientifique pour la recherche antarctique, le SCAR, le gouvernement princier, le Centre scientifique de Monaco et l'Université de Monash en Australie. Elle fait suite à une première réunion qui s'est tenue en juin 2015, déjà à Monaco. Les conclusions de cette réunion sont les suivantes. Nous pouvons vraiment changer les choses afin de lutter pour la préservation de la conservation en Antarctique. Les efforts doivent être nombreux et réalisés par différents pays. D'ailleurs, Monaco est très important à nos yeux car ce pays peut nous montrer l'exemple à suivre dans la lutte contre le changement climatique. Cette réunion scientifique a regroupé 22 experts internationaux dans des domaines juridiques, scientifiques, de l'écologie, de la conservation et de la gestion des écosystèmes. L'objectif étant d'identifier des stratégies et plans d'action réalisables qui pourraient être mis en œuvre d'ici 2020 afin de renforcer la conservation et la protection de la biodiversité dans les régions antarctiques et subantarctiques. L'idée est de faire un listing
de tous ces plans d'action qu'il est possible de mettre en place. Donc par exemple, on va travailler avec l'UICN sur la liste rouge pour mettre en place, pour certaines espèces qui sont menacées, qui sont en danger, mettre en place des plans d'action particuliers par rapport à ces espèces. Donc on va travailler sur ces listes. On va travailler sur la mise en place de certaines aires protégées. Sur le continent antarctique, on s'aperçoit qu'il y a très peu de zones terrestres qui sont protégées parce qu'on a l'impression que l'Antarctique, c'est un continent pour la science, pour la recherche, etc., pour la paix. Et finalement, on a l'impression que tout est protégé. Et bien non, finalement, on s'est aperçu que pratiquement rien, d'un point de vue terrestre, n'est protégé. Donc, on va mettre en place ces mesures en fait, de protection au niveau terrestre, par exemple. Il devrait y avoir une prochaine réunion, probablement en 2020, qui coïncidera avec les 50 ans de la création du Centre scientifique de Monaco. Direction le port Hercule, près de la célèbre statue du plongeur plus précisément. Le thé central vient d'être renommé ce jeudi matin appontement Jules Sokal en hommage à ce monégasque passionné de la mer. Alexandra Pani vous en dit plus. Vous le connaissez sous le nom de thé central, l'appontement s'appellera dorénavant Jules Sokal. Une cérémonie avait lieu en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités de la principauté, dont le maire Georges Marsan, car c'est en effet la mairie qui est en charge de la dénomination des différents lieux publics de la principauté. La famille Sokal nous a contactés, nous a demandé, nous avons pris l'avis aussi également des différentes institutions de Monaco. Et puis aujourd'hui, la mairie a décidé donc en séance publique de nommer ce appontement Jules Sokal. Ce lieu n'a bien évidemment pas été choisi au hasard. Jules Sokal était très attaché à perpétuer les traditions de la langue monégasque, mais était également un grand passionné de la mer. Il a participé pendant des décennies à des régates, aux Olympiades à Rome, aux régates à Alger, donc à Ostende, qui est notre ville jumelée, donc c'est très symbolique. Et puis, quand il a fini de travailler, quand il est parti à la retraite, il a décidé de réunir ces deux passions en faisant un vocabulaire monégasque de la marine et de la mer. Après le dévoilement de la plaque, une bénédiction a été donnée, suivie de l'hymne monégasque. Ce début de mois de juillet rime souvent avec diplôme, alors que nous vous parlions des premiers résultats du baccalauréat lors de notre dernière édition. Coup de projecteur aujourd'hui sur le domaine bancaire mis en place il y a un an. L'Université internationale de Monaco a justement salué la première promotion des Bachelor of Finance, un reportage d'Émilie Rousseau. C'est une formation professionnelle made in Monaco, le Bachelor in Business Administration, option Monaco Banking and Financial Services, est né d'un partenariat mis en place dès 2007 entre la Direction du Travail, l'Association monégasque des activités financières et l'International University of Monaco. Sa première promotion vient d'être mise à l'honneur et ce en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger. Et il faut dire qu'elle présente un bilan particulièrement satisfaisant. On est très satisfait de ce premier bilan. Nous avions donc 14 jeunes à former et 12 sont diplômés aujourd'hui, dont 4 avec mention. Donc c'est un excellent résultat. Et au-delà de ce résultat purement factuel, on a vu tout au long de l'année leur évolution. Les différents partenaires, que ce soit les banques, les maîtres d'apprentissage ou la MAF, sont très satisfaits, se réjouissent aussi de cette formation. Donc c'est un bilan très positif. Partagé entre théorie et pratique, ce cursus en alternance équivalent à un bac+3 aura donc permis aux étudiants de se spécialiser sur la place bancaire monégasque et ce grâce à la collaboration des agences de la principauté. Ça permet à des élèves assidus d'être intégrés assez rapidement dans le monde des affaires et initiés très tôt à la matière bancaire et financière. Et ce principe de scolarité dite en alternance entre l'enseignement académique d'un certain nombre de matières et l'immersion dans des entreprises monégasques permet à ces étudiants d'acquérir des connaissances fondamentales et puis de façon concrète les mettre en pratique dans le milieu des affaires
et de mesurer les contraintes, les avantages de ce type de secteur d'activité avec une perception au quotidien du monde de l'entreprise. Thomas Recor fait partie des diplômés de la première promotion de ce bachelor. Fort désormais d'une expérience solide dans un établissement monégasque, il compte poursuivre ses études dans ce domaine. Le fait de travailler en même temps, ça permet d'avoir un vrai recul sur soi-même et de comprendre plusieurs choses sur soi. Donc vraiment un sentiment positif. Je sais que je suis tombé dans un endroit très propice à mon développement, notamment grâce à M. Vitalet, mon tuteur, que je considère un peu comme un mentor. Et après, sur le plan académique, c'est toujours bien d'apprendre des choses. Il y a plein de professeurs qui m'ont marqué, M. Gadzinski, Moscato, voilà. Vraiment une bonne formation, je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose, mais vraiment une bonne université avec un contenu intéressant. Les 12 élèves du bachelor et les différents acteurs de la formation se sont réunis ensuite autour d'un verre pour célébrer la fin des études. Et sachez d'ores et déjà que l'IUM accueillera une deuxième promotion à la rentrée prochaine. Chaque été, les parents ont affaire à un véritable casse-tête lorsqu'il s'agit d'occuper leurs enfants. Les ateliers créatifs sont très prisés. Justement, je vous propose de découvrir celui du nouveau musée national de Monaco. Un reportage de Patricia Navarro. Cette œuvre de Marcel Duchamp, La boîte en valise, est le point de départ de la réflexion artistique proposée aux enfants qui prennent part aux ateliers créatifs d'été du nouveau musée national de Monaco. En s'inspirant du travail de l'artiste, ils vont à leur tour, tout au long de la semaine, reconstituer une grande boîte en carton dans laquelle plusieurs créations se côtoieront, qu'il s'agisse de collages, peintures ou même poèmes. Le projet, c'était justement de recréer cette boîte et les enfants reprenaient les œuvres de Duchamp un petit peu à leur manière. Vous faites du collage, vous utilisez tout type de matériaux pour la boîte en valise? Alors, j'ai dû faire une espèce de kit pour que les enfants puissent faire un assemblage parce que faire une boîte, c'est un peu complexe. Donc, j'ai utilisé du carton de récupération et du carton gris et puis évidemment de la colle forte. Mais les enfants, ils ont pris ces éléments et ils ont fait cet assemblage. Ensuite, pour ce qui est à l'intérieur, il y a donc du dessin sur rhodoïde, par exemple, pour le grand verre. Il y a des photocopies de la Giconde. Les enfants, ils ont fait une petite intervention dessus. Et certains et certaines aiment tellement cela qu'ils en redemandent. Anaïs en est à son 6e atelier. C'est étonnant parce que c'est ce que font des artistes et à chaque fois on essaye de refaire la même chose et c'est amusant parce que à chaque fois c'est quelque chose d'artistique. Moi j'aime beaucoup faire de l'art, peindre et dessiner et tout ça, faire des nouvelles choses. Et j'aime bien revenir ici parce que je sais qu'à chaque fois on fait de différentes choses et c'est très intéressant. En fait j'aime bien créer surtout parce que chaque fois que je viens ici je sais qu'on va faire des choses nouvelles et qu'on va utiliser des instruments que j'ai pas forcément chez moi donc que je peux bien créer ici. Les enfants jonglent avec les feutres de couleur et jouent avec les mots pour préparer de petits cadavres exquis qui viendront agrémenter leur boîte en valise. Marcel. Mais si tu fais quelque chose un peu décalé, c'est ça qui va donner le mouvement. Mignon. Quand je fais comme ça va faire un mouvement. Marcel Mignon. On peut dire que c'est son nom de famille, non? C'est rigolo. Mange. Un cadavre exquis, c'est quand on prend plein de mots et qu'on les met pour faire quelque chose de drôle. Il fallait avoir plusieurs mots comme des adverbes, des adjectifs et des noms. Et il fallait tous les assembler ensemble pour faire une phrase. Et ça construit à la fin un poème. Comme de vrais artistes à part entière, nos créateurs en herbe exposeront toutes leurs créations en fin de stage pour la plus grande fierté de leurs parents. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque. Prenez de la hauteur le temps d'un dîner et profitez d'une vue imprenable sur la Principauté. Du 7 au 16 juillet prochain, depuis la terrasse du casino à 30 mètres de hauteur, des chefs étoilés du monde entier cuisineront face à vous pour offrir un repas gastronomique aux 22 privilégiés. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, le ciel reste bleu avec un mercure allant de 24 à 29 degrés.
Samedi, soleil toujours au programme avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, un risque d'averses orageuses dans la matinée avec un mercure un peu plus bas que les jours précédents. Et en début de semaine, un temps ensoleillé nous attend en principauté. Les températures oscilleront de 22 à 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.